La TVT au cœur de l'information. C'est jeudi, il est 20h. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, nos villes, nos communes, comment les tracer, les aménager, les développer au mieux pour demain. Un nouveau plan est en gestation. L'ancien élaboré l'année dernière semble déjà dépassé par les effets Covid-19. Le Covid-19, parlons-en justement avec les mesures, les nouvelles mesures annoncées pour ce soir. La mission notamment assignée au groupe mixte de surveillance de la pandémie qui remplace la FOSAP. Cette mission a été dévoilée ce jeudi. À suivre, dans la foulée, une interview ce soir. Dr Peto se prononce, vous allez l'entendre dans ce journal, et sur l'accès au vaccin contre le Covid-19. Restez avec nous. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue. Voici le journal. Comment aménager nos villes, développer nos communes? Eh bien, un plan avait été élaboré, rappelez-vous, l'année dernière, et c'était avant Covid-19. Aujourd'hui, et il va sans dire, ce plan ne s'adapte plus du tout à fait. Copie donc à revoir, motif d'ailleurs de la rencontre de ce jeudi pour intégrer les nouveaux défis. Les précisions à Bellabocci avec Dodo Arrêt. La plupart des communes n'ont pas de plan de développement ou fonctionnent toujours avec des plans qui datent de plus de 6 ans, ce qui ralentit le développement des territoires et influence le bien-être des populations. Le Togo opte aujourd'hui pour un nouveau guide axé sur des plans de développement actualisés et harmonisés à l'usage de toutes les collectivités locales. Les anciens plans de développement communaux ont donc été évalués et les résultats sont ici discutés. Avec le nouveau contexte marqué par la communalisation intégrale, marqué par les ODD, le PND, la nouvelle feuille gouvernementale, l'emploi des jeunes, le numérique, il est de bon ton de concevoir un nouveau guide qui prend en compte ces nouvelles thématiques. Donc c'est ce qui fait l'objet de la présente rencontre pour d'abord valider les PDC qui ont été élaborés avec l'ancien guide, évaluer ce guide d'abord, évaluer les PDC qui ont été élaborés en vue de déceler d'abord les leçons apprises, les meilleures pratiques et également les faiblesses, les insuffisances pour mieux concevoir un guide que nous allons mettre à la disposition de l'ensemble des acteurs pour qu'ils puissent se doter des outils de planification locale qui devront les aider à mieux conduire le développement local. Ce nouveau guide va donc servir à l'élaboration des nouveaux plans de développement communaux qui répondent au cadre juridique et institutionnel actuel de décentralisation et aux besoins spécifiques de développement des collectivités. Et pourquoi donc faut-il avoir un plan d'aménagement du territoire pour nos villes, pour nos communes? Question aux experts en planification, leurs avis, leurs propositions sur les projets et programmes en développement des collectivités et locales. Ce sera à suivre dans un dossier en préparation et ce sera dans le courant de cette édition. Accompagner les paysans à produire beaucoup plus et en qualité. Eh bien, le gouvernement vient d'aménager 80 nouveaux sites agricoles, des zones d'aménagement planifiées. Ça démarre déjà avec la nouvelle campagne agricole de Douaré. La campagne agricole 2021-2022 est-elle bien partie pour donner de bons rendements? En tout cas, le gouvernement, au-delà de prêter main forte aux producteurs à travers 80 000 tonnes d'intrants, annonce la construction de 80 nouvelles zones d'aménagement agricole planifiées ZAP. C'est de vastes étendues que l'État aménage dans les villages et permet à ces petits producteurs de pouvoir exploiter. Les travaux d'identification des terres sont déjà lancés avec les levées topographiques et l'organisation des producteurs. Il est prévu une superficie de 8 000 hectares pour ces nouvelles zones à raison de 100 hectares par site, soit
24 dans les savanes, 24 dans la Kara, 5 dans la centrale, 11 dans les plateaux et 16 dans la maritime. Les producteurs peuvent s'attendre à d'excellentes productions au regard des résultats significatifs obtenus sur les 38 surfaces déjà aménagées dans plusieurs cantons. Les bénéficiaires en ont tiré d'énormes avantages. Avant, on cultivait avec la roue sur 2 petites surfaces non aménagées et on a peu de rendement. Avec l'arrivée des arbres, nos cultures ont très bien évolué et nous avons obtenu de bonnes récoltes. Ça a beaucoup changé notre quotidien. La production totale qu'on a eue sur le terrain ici tournait autour de 120 tonnes. On est parti jusqu'à 170 tonnes. On était au nombre de 83, mais le nombre a augmenté. C'est pourquoi on a demandé à la DMA de nous élargir encore les superficies. Tout le monde a trouvé le terrain. Même les gens me demandent encore qu'on n'a pas, si c'est comme ça, on n'a qu'à venir même faire 200 ou 300 hectares, ils pourront travailler. En 2015, nous avons à peu près le tiers de ce que nous avons fait cette année. Parce qu'aujourd'hui, nous avons fait 200 hectares. Alors avant, difficilement, on allait jusqu'à 50 hectares compte tenu des moyens difficiles, puisque ce n'était pas quand même mécanisé comme on le voit aujourd'hui. L'État déploie également du matériel agricole sur ces sites pour faciliter le travail aux exploitants. Le riz et le maïs sont les céréales les plus cultivées et pour les 80 ZAP de plus, les producteurs vont également bénéficier de l'encadrement des techniciens agricoles et des engins de l'État pour davantage jouir de cette campagne. Le projet des zones d'aménagement agricole planifié lancé il y a quelques années est de nouveau inscrit dans la feuille de route quinquennale 2020-2025. Les ZAP sont en bonne place dans les ambitions du gouvernement de booster le secteur agricole par des initiatives qui vont renforcer les cultures de contre-saison, la transformation et la commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires. Le projet vise également à instaurer des labels de qualité en vue de tripler les rendements. Le secteur agricole est créateur d'emplois et la mise en place des 400 sites agricoles aménagés devrait réduire le chômage des jeunes. L'autre vision de l'État togolais est d'augmenter les surfaces cultivées qui ne sont qu'à 45%, alors que le pays dispose de plus de 3,6 millions d'hectares de terres riches et cultivables qu'il faut mettre en valeur. Sur les 400 ZAP prévus, 30% de chaque superficie est réservée aux femmes, ce qui va renforcer leur autonomisation. Le pays est donc en bonne voie dans l'amélioration de l'autosuffisance alimentaire et tend vers sa vision d'être un pôle d'exportation des produits agricoles dans la sous-région. Et déjà, pour cette nouvelle campagne, mettre l'engrais à portée de main pour les paysans, eh bien, c'est la préoccupation majeure de la centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles, la CAGIA, déjà au four et au moulin. Nestor Mojou. L'agriculture, un facteur déterminant de croissance économique au Togo. Elle contribue à près de 40% à la formation du produit intérieur brut et emploie plus de 70% de la population active du pays. Pour ce faire et dans la dynamique du nouveau mandat présidentiel, le Togo souhaite aujourd'hui donner une nouvelle impulsion à ce secteur. Le gouvernement veut ainsi assurer un accroissement des revenus des producteurs par l'augmentation de la production pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population tout en compensant les importations alimentaires. Afin d'atteindre les résultats escomptés, un accent sera mis sur la mobilisation à temps et la facilitation de l'accès aux intrants de qualité. La centrale d'approvisionnement et de gestion des intrants agricoles CAGIA entourée de sensibilisation sur le sujet. Elle échange avec les préfets, les producteurs de semences, les directeurs régionaux et préfectoraux de l'agriculture et les directeurs régionaux et préfectoraux de l'ICAT. Nous avons obtenu l'instruction de pouvoir changer de manière de faire, donc d'aller dans l'anticipation. Donc comme premier élément, c'est que nous devons garantir la disponibilité de l'engrais sur l'ensemble du territoire avant même le début de la campagne pour permettre aux producteurs de mieux programmer leur campagne au cours de cette année. Et parallèlement à cela, nous devons veiller à ce que les semences puissent accompagner et impliquer l'ensemble des acteurs parties prenantes sur le terrain.
Autorités et producteurs rencontrés par la CAGIA sont émerveillés par les mesures prises pour assurer la disponibilité des intrants. Cette fois-ci, les engrais seront très proches et disponibles. Il y a des moments où il faut fumer les champs. Et quand ces moments arrivent et que les engrais ne sont pas disponibles, la récolte ne peut qu'être mauvaise. Or, nous avons soif d'une productivité forte. Cette rencontre, elle nous situe, elle motive à embrasser avec joie la campagne agricole qui s'annonce. Parce qu'on nous a expliqué les grands projets qui vont se dérouler sur les 5 prochaines années et les stratégies qui sont mises en œuvre pour faciliter l'accès aux intrants aux producteurs. Donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'adhérer à toutes ces stratégies mises en place, de participer, de contribuer pour que tout le dispositif qui a été mis en place puisse se dérouler facilement afin que, en fin de campagne, nous puissions avoir des rendements très élevés, une productivité importante. À leur retour, les préfets instruiront les maires et les chefs de canton à identifier les points de distribution dans leurs localités respectives. La tournée de sensibilisation de la CAGIA a touché tous les chefs-lieux de région du pays. Inquiet, oui, et pour cause. Il y a de plus en plus de personnes contaminées au Covid-19 ces dernières semaines. Même les élèves sont maintenant touchés. Face à la menace, de nouvelles mesures sont annoncées. Un groupe mixte de surveillance anti-Covid remplace désormais la FOSAP, la force anti-pandémie. La coordination de riposte a dévoilé ce matin la mission de ce nouveau groupe mixte de surveillance anti-Covid de Douaré. Vous avez mis en place un comité mixte pour pouvoir remplacer la FOSAP. Alors, de quel constat vous êtes parti pour mettre en place justement ce comité et pour travailler sur le terrain? La FOSAP qui passe de la tutelle du ministère de la Sécurité à la tutelle de la CNGR, qu'est-ce qui va concrètement changer dans le fonctionnement du GMS pour lutter contre la propagation du coronavirus dans notre pays? Ce sont entre autres préoccupations des journalistes à ce rendez-vous hebdomadaire. Le Togo, dans sa nouvelle stratégie de riposte, met à contribution de nouveaux acteurs de surveillance anti-Covid. C'est un groupe de personnes déployées sur l'ensemble du territoire et composé des forces de défense et de sécurité et des personnes issues de la population civile. Actuellement, nous devons nous focaliser beaucoup plus sur la sensibilisation et la pédagogie. C'est pour cela qu'il y a eu une réduction de l'effectif de la force qui existait et parallèlement on augmente avec le personnel civil qui vont beaucoup plus faire la sensibilisation et la pédagogie. Cette équipe fera la ronde tous les jours dans toute la ville en recherchant les endroits où il y a des regroupements qui ne respectent pas les mesures du gouvernement, notamment les mariages, les célébrations de mariage qui sont interdites, les célébrations des baptêmes qui sont interdites, les funérailles et pendant la nuit, les boîtes de nuit qui animent. Ce nouveau groupe veillera de manière beaucoup plus consensuelle à l'application sur toute l'étendue du territoire des mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Vous comprendrez que ce nouveau groupe prend la place de la FOSAP. La courbe de contamination est toujours ascendante. Plus de 400 cas cette semaine, 35 élèves touchés et 3 décès. Les mesures ont rapidement été prises pour circonscrire la contamination en milieu scolaire. Il y a eu 2 lycées dans lesquels il y a eu contamination, notamment le lycée de Bomboka et le lycée de Tandjouaré. Le lycée de Bomboka, le premier jour, nous avons, en testant tous les lycées, nous avons eu 23 cas le même jour. Et ces 23 cas sont concentrés dans 3 classes. Et ces 3 classes
ont été fermés pour 2 semaines. De la même manière, au lycée de Tandjouaré, nous avons eu 13 cas le premier jour, et ces 13 cas concernaient 2 classes. Et tout récemment, nous avons demandé la fermeture de ces 2 classes pour 2 semaines, le temps qu'on continue par suivre les autres. Donc initialement, on n'a pas fermé les lycées. On a préféré que ces classes, le reste de ces classes, ne soient pas un foyer qui va contaminer le reste du lycée. Et c'est pour cela que les classes, 3 classes au niveau du lycée de Bomboka, 2 classes au niveau du lycée de Tandjouaré ont été fermées. Et les enfants qui seront à la maison seront surveillés à la fois par le comité local qui a mis en action la direction régionale de l'enseignement, la direction préfectorale de santé et les chefs cantons et les chefs religieux en action pour pouvoir gérer cette situation. L'accès au vaccin est plus difficile que ce que l'on croyait. Le gouvernement met tout en œuvre pour que le pays dispose des premières doses dans les plus brefs délais. En attendant, la coordination appelle au respect scrupuleux des mesures sanitaires et restrictives. Et en plus des mesures annoncées tout à l'heure, vous venez de les entendre, l'INAM est aussi dans les savanes et c'est pour sensibiliser également les élèves contre la propagation du Covid-19. La région, vous le savez, fait l'objet d'une attention particulière. Chazim Labaga. L'Institut national d'assurance maladie INAM sensibilise ici les élèves de l'école primaire publique de Dassout dans la préfecture d'Automne sur le respect scrupuleux des gestes barrières. Il veut contribuer ainsi à mettre les élèves de la région des Savanes à l'abri de la flambée sans précédent de cas de contamination confirmés de coronavirus en cours depuis le début de l'année 2021. Nous avons jugé bon qu'en étant aux côtés de nos élèves, ça leur permettra de lutter efficacement contre la maladie et que nous éloignons définitivement la maladie de nos maisons, de nos écoles. Même exercice au CEG de Kantindi où l'INAM a insisté sur le port correct des bavettes, aussi bien en classe, dans la cour de récréation que dans la rue. Le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, ainsi que le respect de la distanciation physique de plus de 1 mètre entre les élèves sont également abordés. Dans un geste de solidarité citoyenne, l'INAM a offert des fournitures scolaires et des kits d'hygiène aux élèves. Ce don de fournitures scolaires, de gel hydroalcoolique et de savon à l'endroit des écoles de Kantindi et de l'EPP Dassout pour les permettre de se laver régulièrement les mains. Une des mesures pour les permettre de lutter efficacement contre la maladie à coronavirus. Les chefs d'établissement, les élèves, les professeurs vont faire bon usage pour que les mesures barrières soient bien respectées dans ces établissements et qu'au finish, nous puissions éloigner de nos rangs le coronavirus et nous profitons de l'opportunité pour témoigner toute notre gratitude à la directrice de INAM. Établissement public à caractère autonome, l'INAM accompagne déjà le gouvernement dans sa stratégie nationale de riposte contre la propagation de la pandémie du coronavirus par la promotion des bavettes, l'EMA et HONAM. Créé par la loi du 18 février 2011, l'INAM a pour mission d'assurer la couverture des risques liés à la maladie, aux accidents et maladies non professionnelles et à la maternité des agents publics et de leurs ayants droit. Et vous le savez, c'est actuellement l'attente pour tous. Le Togo, tout comme les autres pays, le Togo se prépare aussi à accueillir ses premières doses de vaccins contre le Covid-19. Dans quelles conditions ces vaccins vont être conditionnés? Comment se fera leur suivi? Eh bien, Dr Peto, membre du conseil scientifique de lutte contre le Covid-19 dans notre pays, nous livre dans l'interview sur les conditions d'accès du Togo à ce vaccin. Dr Peto. Le Togo se prépare à recevoir ces vaccins et dans cette préparation, nous avons mis en place, en tout cas le ministère de la Santé a mis en place un comité
mais aujourd'hui qui est devenu un comité national de préparation à la vaccination. Et dans ce comité, il y a tout le monde, il y a le réglementaire et l'homologation, le vaccin qui va rentrer au Togo va suivre un processus assez rigoureux comme on le fait pour les médicaments également. C'est-à-dire que nos experts vont s'inspirer des résultats d'évaluation des grands pays qui ont déjà évalué ces vaccins et qui vont partager leur rapport d'évaluation. Il y a les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé en la matière qui va homologuer un certain nombre de vaccins. Et il faut savoir que, certes, la Covid nous a imposé une marche forcée ou une marche accélérée vers la découverte de ces vaccins, mais on n'est pas passé sous silence les règles, les directives, les normes rigoureuses qu'il faut appliquer pour mettre sur le marché un produit qui sera inoculé à une personne humaine. Cette rigueur-là reste. Le message que nous passons aujourd'hui s'adresse à tous les leaders de tous les secteurs d'activité. Nous avons constaté effectivement que depuis un certain moment, il y a ce relâchement ambiant et au niveau de nos églises, des écoles, ce leadership que nous avons souhaité dès le début de la crise en appelant à la responsabilité de chacun pour relayer les messages de sensibilisation à tous ces niveaux-là, on constate effectivement un relâchement et notre appel aujourd'hui s'adresse justement à toutes ces personnes qui ont une responsabilité, les chefs d'établissement dans nos écoles, les leaders religieux, les responsables des différentes structures qui accueillent du monde. Je crois qu'il est important de revenir à ce qui nous a permis d'avoir ces résultats excellents aujourd'hui. Je ne crois pas que nous comptabilisions tous les dégâts collatéraux que nous crée cette Covid-là. Parce que aujourd'hui, soigner et se soigner à l'hôpital est problématique. Les gens, c'est difficilement qu'on arrive encore à leur faire ajuster le masque sur la bouche et le nez. Quand on demande aux gens de passer au lave-mains quand il est encore là, c'est difficile. Mais il faudrait que les Togolais comprennent qu'il semble qu'il y ait une lueur d'espoir quelque part. D'ici que nous y arrivons, continuons par, en tout cas, nous mobiliser et une responsabilité individuelle parce que tout ce qu'on peut faire collectivement a été énoncé. Mais si les gens ne s'approprient pas les mesures, on n'arrivera à rien. Les précisions de Dr Peto sur les conditions d'accès du Togo au vaccin contre le Covid-19. Et la situation à ce jour, jeudi 4 février 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 5 290 avec 66 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 4 418 avec 38 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 793 et le nombre de décès est de 79. Communiqué chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. La rencontre fait date et devient un événement à célébrer désormais chaque année. Le 4 février 2019, en effet, le pape François a rencontré le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Tayeb. À l'occasion, les deux hauts religieux ont signé le document sur la fraternité humaine et pour la paix et la coexistence commune. Les Nations Unies en font désormais un événement à célébrer chaque année, comme d'ailleurs aujourd'hui, 4 février. Les enjeux de cette journée de la fraternité, Augustin Kossi. Main dans la main, les yeux fixés dans les regards. L'image a été historique et symbolique. À Abu Dhabi, le 4 février 2019, le pape François et le grand imam d'Al-Azhar, Ahmed Tayeb, ont marqué un tournant dans le dialogue interreligieux culturel. 2 ans après cette rencontre, le rêve est devenu une réalité. 4 février 2021, le monde célèbre pour la première fois la journée internationale de la fraternité humaine. Il existe un réel besoin pour la famille humaine de se réunir dans un esprit d'unité et de véritable amitié pour proposer des réponses à des problèmes communs. Les responsables religieux
en particulier, doivent être une contagion d'espérance et rendre témoignage aux sociétés dans lesquelles ils vivent de l'unité, de la solidarité et de la fraternité. Pourquoi une journée mondiale de la fraternité humaine? Et quel serait le rôle des religions dans la célébration de cette journée? Cela était né dans le contexte du dialogue entre les chrétiens et les musulmans, et ils ont adopté un document sur la fraternité humaine, justement, pour la paix mondiale et la coexistence commune. L'objectif, c'est que toutes les religions puissent, au moins ce jour-là, adopter comme des attitudes constructives en vue de la paix. Et le 21 décembre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a établi le 4 février, journée dédiée à la fraternité humaine. Il y a bien une invitation, un écho qui résonne au sein des communautés religieuses en cette première édition. Un appel à se mettre debout, à susciter des espaces de fraternité et en être des bâtisseurs. Ça doit être une occasion de fraterniser. C'est pourquoi nous l'appelons fraternité humaine. Et nous la célébrons à notre manière à cause justement de la pandémie à coronavirus. Sinon, nous devons nous rassembler pour célébrer cette fête. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il faut reconnaître que les messagers de ces trois religions sont tous issus du même ancêtre également, à savoir le prophète Abraham. En principe, il ne doit pas se combattre. La solidarité, la fraternité s'impose à nous. Nous devons nous mettre ensemble. Nous devons chercher à vivre comme des frères et sœurs de la même famille pour pouvoir lutter en faveur de la paix. Nous prêchons cela dans tous les couvents pour qu'il y ait la paix. La religion ne doit donc pas être utilisée pour la violence ni pour l'extrémisme. Et les leaders s'accordent qu'elle devra diffuser des valeurs de paix et de justice, par-dessus tout lutter contre le terrorisme et le djihadisme. Aucune religion n'a comme élément essentiel de générer, d'engendrer de la violence. C'est plutôt le contraire. Et que toutes les religions doivent proscrire la violence ou l'extrémisme, etc. Ce qui signifie qu'à la clé, il faudrait toute une œuvre de sensibilisation, d'éducation aux valeurs de la tolérance, du vivre en commun, aux valeurs de la promotion même de l'entente. Ce qui se passe dans la sous-région ouest-africaine, notamment le Boko Haram, les djihadistes, etc., qui se combattent alors qu'ils sont issus d'un même ancêtre. Donc nous appelons à faire la promotion de la culture de la paix pour que toutes les religions du monde ne mettent pas de barrières entre elles. Nos croyances religieuses ne doivent pas nous séparer. Je ne peux pas prendre un chrétien comme un ennemi, je ne peux pas prendre un musulman comme un ennemi. Nous devons tout faire pour lutter contre les crises interreligieuses. Nous devons dominer ça par la fraternité. Et quand les engagements du pape et du grand imam se réaliseront, la fraternité universelle et la paix sociale triompheront, une nouvelle ère se lèvera pour faire de toute l'humanité un seul monde. Un mot de l'actualité à l'étranger, 10 militaires maliens ont été tués hier, mercredi, et c'est au cours d'une attaque djihadiste perpétrée dans le centre du pays. Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier contre l'armée malienne depuis le début de l'année. Cet attentat intervient à 2 semaines d'un sommet franco-sahélien consacré à la sécurité dans la région. À signaler également dans cette actualité ce soir, la 3e réunion bilan du gouverneur du district 403A2 de Lions Club. Qu'est-ce qui a été fait au 3e trimestre du mandat en cours? Eh bien, voici le compte rendu de Robert Portogui avec Elia Banyandao. Juillet 2020, il est porté comme gouverneur à la tête de Lions Club International, district 403A2, pour relever les grands défis qui s'imposent à la zone.
6 mois après, c'est avec un sentiment de satisfaction que Lossou Herman Djibon tient sa 3e réunion du cabinet à Lomé devant ses mandataires de la Côte d'Ivoire, du Libéria et du Togo. 3 axes majeurs sont inscrits dans son mandat de 2020 à 2021. Le premier axe, c'est le service. Au cours du premier semestre, nous avons pu impacter 564 000 personnes dans notre district, ce qui est un résultat excellent. Sur le plan de nos effectifs, nous avons également constaté la création de 9 nouveaux clubs dans le district. Sur le 3e plan, nous avons décidé d'abonder, de contribuer à l'abondement de cette fondation pour que nous puissions tirer davantage de subventions pour nos grandes œuvres au niveau de notre sous-région. Le bilan de ce 3e trimestre sert de nouveau départ pour le cabinet d'achever sa feuille de route, principalement le plan de finances et d'autres services. Nos grands défis, impacter davantage au moins 1 million de personnes dans notre district, réaliser de grands projets qui vont être financés par notre fondation internationale dans nos pays et renforcer nos effectifs pour un meilleur service. Sous son mandat, les Lions Clubs ont désormais un centre de formation permanente des lions et des léos et un club par région pendant les 3 mois passés au Libéria et en Côte d'Ivoire. Le district K103A2 est composé de 4 pays dont la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et le Togo. Ce communiqué, avant de refermer définitivement ce journal du soir, le ministre des Armées communique les tests phytotechniques de sélection de personnel navigant et non navigant initialement prévus du 10 au 13 février 2021 à Kara et du 14 au 20 février 2021 à Lomé sont reporté à une date ultérieure. Toutefois, l'inscription des candidats se poursuit jusqu'au 15 février 2021 dans les mêmes conditions. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, notamment à Sada dans le goût et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.